Let's community-led. Confions le leadership aux communautés. C'est le thème de la JMS 2023. Le sida est toujours là. Éliminons les inégalités, accélérons l'inclusion et l'innovation. Ces deux thèmes sont étroitement en lien avec notre atelier qui porte sur le thème Community-led Monitoring in West and Central Africa, ou en français, le suivi dirigé par les communautés en Afrique de l'Ouest et du Centre. Mesdames et messieurs, bonjour, good morning, Mamou Kassé. Je suis Dr Angèle Maboudou, je suis conseillère en information stratégique à l'ONU-SIDA au bureau Togo et je vais animer cette session. Et nous avons deux panélistes, je dis deux experts du CLM dans la sous-région que je vais vous présenter. Alain Manoa, à ma gauche. Alain has recently joined Genesis Analytics as the LIPS Local Program Director. He is an organizational development and program management professional with over 30 years of extensive experience in the international development sector and has been involved in the HIV and health response for more than 2 decades. Alain's areas of expertise include leadership and program management, HIV and health programming, community-led monitoring and accountability program analysis and evaluation, capacity building and risk management. Alain has worked for the UN, the NGO sector, and government at national, regional, and global levels. Before joining Genesis, Alain worked for ITPC Global and ITPC West Africa during the last 6 years. He has been instrumental and a key player in the implementation of community-led monitoring in Africa, with a strong focus in West Africa and Central Africa. He has a master's degree in geography with a specialization in population study from the National University of Côte d'Ivoire, and a postgraduate certificate in leadership practice and responsibility from Lancaster University in the UK. Alain is the new elected chair of the Civil Society for Health in West and Central Africa. Kudos, Alain, for your election and for your new position. Le second panéliste est Dr Amen Kokou Roméo. Il est docteur en sociologie. Il a démarré sa carrière en tant qu'assistant de recherche dans un laboratoire de sécurité alimentaire durable. Son engagement dans la lutte contre le VIH a commencé en 2011 lorsqu'il a intégré l'assistance suivi évaluation. Aujourd'hui coordonnateur du réseau, il cumule plus de 10 ans d'expérience aux côtés des communautés pour apporter une réponse communautaire efficace au VIH à travers notamment l'Observatoire des droits humains et VIH et l'Observatoire communautaire de traitement. Cette réponse est plus accentuée ces dernières années avec la mise en œuvre du suivi dirigé par les communautés, dont il est l'un des experts grâce au renforcement de capacité de ITPC Global et ITPC West Africa ou encore de l'ONU-SIDA. Spécialiste de lutte contre la stigmatisation, la discrimination et la violence basée sur le genre, associé au VIH, il est membre du comité de rédaction des subventions du Fonds mondial, du PSM, des rapports et également membre de thématiques entre autres. Alors, avant de commencer, j'aimerais partager avec vous une petite histoire. Lorsque j'ai commencé par préparer cette session, je me suis posé la question, que dit la stratégie globale de lutte contre le VIH de l'ONU-SIDA sur les communautés, notamment l'implication des communautés et le suivi dirigé par les communautés. J'ai pris le document, pour aller vite, j'ai cherché le mot communauté.
J'en ai tellement trouvé que je me suis dit, ah, moi qui voulais aller vite, lire rapidement, me voilà encore avec beaucoup de paragraphes à parcourir. Donc, j'ai pris quelques citations dans les paragraphes que j'ai trouvés, que je vais partager avec vous. On dit de placer les communautés au centre des efforts déployés pour que le monde puisse mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique. Cherche en priorité à atteindre les personnes et communautés laissées pour compte. Les systèmes de santé ne répondent pas aux besoins des pauvres et des communautés à faible revenu. Et les deux qui viennent résument bien le Community Led Monitoring. Soutenir la surveillance et la recherche dirigée par la communauté et veiller à ce que les données générées par la communauté soient utilisées pour adopter des réponses aux besoins des personnes vivant avec le VIH et des populations clés, y compris des jeunes populations clés. Intensifier la prestation des services dirigés par les communautés pour veiller à ce que la majorité des programmes de prévention du VIH soient dirigés par les populations clés, les femmes et les jeunes, et que tous les programmes de dépistage, de traitement et de soins du VIH comprennent des éléments.
Les partenaires peuvent faire le comité de monitoring, les acteurs de la société civile peuvent faire le comité. Et donc, pour qui le fait, c'est la communauté au centre de l'action. Next. Alors, le community led monitoring a des principes. Ce sont des principes qui sont simples. Je pense. Can you put the slide, please? Ce sont des principes qui sont simples et ces principes sont basés sur le premier, c'est le leadership et l'appropriation. L'appropriation de la communauté. Le deuxième principe, c'est qu'il est basé sur l'action et la redevabilité, l'accountability. No, it's not that one. Can you go to the next one? Next one? Yeah. Thank you very much. Donc, l'action, focaliser sur l'action et la redevabilité. Le troisième principe, c'est l'indépendance. Beaucoup disent, mais lorsqu'on fait du community-led monitoring, les programmes de collecte des données, il est bon pour les communautés de se faire leur propre idée de ces données-là, de les collecter et de les analyser. Parce que c'est facile, on peut prendre les données des programmes et dire c'est ce qui se ressort. Mais selon notre perspective, qu'est-ce qui ressort en fonction des besoins que nous avons identifiés? Et puis, il y a l'aspect routinier. Il faut pouvoir collecter des données sur une période régulière. Il ne s'agit pas de venir aujourd'hui, on collecte des données, on fait une pause, après on s'en va. Non. Parce que vous voulez influencer quelque chose. Et le dernier principe qui est important, c'est d'avoir des résultats. Et les résultats, c'est pour permettre d'influencer les prises de décision, d'influencer les changements de comportement, d'influencer, d'impacter les investissements. Alors, le modèle qui a été défini par ITPC, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû le voir, il y a ma collègue Solange qui a
Par exemple, je me rends compte. C'est un plaidoyer que la société civile peut elle-même plaidoyer, peut porter. Il faut pouvoir structurer et organiser ce plaidoyer. Donc, l'engagement est basé sur les relations stratégiques que vous développez et les plaidoyers doivent être des actions ciblées pour permettre d'avoir des résultats dans le court, moyen et long terme. Pourquoi je parle de court, moyen et long terme? Parce qu'il est important que lorsque vous définissez vos axes de plaidoyer, vous fixez des indicateurs que vous êtes sûr d'atteindre dans le court terme. Qu'est-ce qui est disponible pour le court terme? Qu'est-ce qui peut être fait sur le moyen terme? Et qu'est-ce qui peut être fait sur le long terme? Donc, à la fin, ce qu'on regarde dans le CRM, c'est quel est l'impact que vous produisez. OK? Donc, c'est le modèle qui est basé sur l'approche définie par ICPC. Alors, maintenant, je pense que Angèle aussi a demandé que je puisse voir quelle est la méthodologie qui est définie. Évidemment, j'ai identifié 7 étapes qui sont pour moi les étapes clés. La première étape, c'est l'analyse des capacités. Mais l'analyse des capacités commence par l'analyse des besoins. Au début, j'ai parlé des problèmes qui sont chers aux communautés. Donc, il est important d'engager les communautés dès le départ dans le cadre du principe premier qui est le principe de l'appropriation. Donc, il faut faire cette analyse des besoins, permettre aux communautés d'identifier leurs problèmes pour savoir quels sont les problèmes que vous allez surveiller. Également, il faut pouvoir analyser les capacités techniques des organisations pour voir quels sont les aspects de renforcement sur lesquels vous allez orienter votre assistance technique. Ces 2 étapes nous permettent d'identifier les problèmes qu'il faut résoudre. Évidemment, il y a des problèmes qui peuvent être résolus assez facilement, mais il y a des problèmes qui demandent aussi une résolution sur le long terme. Mais ce qui est important pour les communautés, c'est de savoir que les problèmes qui doivent être résolus ne sont pas forcément résolus par le partenaire du gouvernement, le partenaire financier. Il y a peut-être un changement qu'il faut faire. Et j'aime bien cette phrase de Nelson Mandela qui dit « La chose la plus facile qu'on peut faire dans le cas du changement, c'est changer une société. Mais le plus difficile, c'est se changer soi-même. » Et c'est là où il faut agir. Comment nous pouvons nous changer nous-mêmes en tant qu'acteurs de communauté, en tant qu'acteurs de la société civile. Donc il ne faut pas voir seulement le changement sur la société, mais il faut voir le changement qu'on doit opérer en nous-mêmes. Comment rentrer en nous-mêmes et faire les changements nécessaires. Ensuite, il faut passer par la phase de renforcement de capacité. Cette phase est très clé. Si vous ratez cette phase de renforcement de capacité, ça veut dire que vous-même, vous avez échoué à transférer des compétences techniques aux acteurs de la communauté. Vous vous rappelez, encore une fois, j'insiste sur le caractère d'appropriation. Parce que, pour moi, l'assistance technique, il ne s'agit pas de venir faire de l'assistance technique, on est content et puis on part. Mais à la fin, qu'est-ce que vous avez laissé? Qu'est-ce que vous avez transféré? Et c'est ce que ITPC a essayé de faire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ensuite, l'étape suivante, c'est tout ce qui concerne le développement de systèmes de collecte de données, développement de bases de données. L'étape 5 est une étape clé. Vous savez, pendant longtemps, il n'y a pas eu confiance dans la société civile concernant la production de données. Et si vous voulez que les acteurs aient confiance en vous, il faut pouvoir démontrer que ce que vous produisez sont basés sur des normes scientifiques. Et le seul moyen de le faire, c'est démontrer que vous avez un système de contrôle de qualité de données. Le contrôle de qualité de données le plus critique, c'est l'audit de la qualité de données, qui est fait par une entité indépendante, mais qui comprend ce que c'est que le CRM. Parce qu'il y a différentes manières de faire des audits de qualité de données. Donc, si vous avez un partenaire externe qui a cette capacité de faire un audit de la qualité des données, je pense que c'est vraiment une étape clé qui vous permet de vous remettre en cause et d'accorder une crédibilité aux données que vous avez produites. Ensuite, il faut aller appuyer
le développement d'agenda de prévoyance. La dernière étape, qui est une étape vraiment très importante, qui s'inscrit dans le cadre du transfert de compétences. Lorsque l'assistance technique est finie, il faut aider le pays à développer un guide de mise en œuvre du CLL, qui reprend toutes les étapes du CLL, le rôle des différents acteurs et également comment ça doit se faire. Le faisant, le pays, à travers la société civile et les partenaires impliqués, dispose d'un outil pour pouvoir mettre en œuvre le CLL, quitte aux fournisseurs d'appui technique de faire le contrôle de qualité de ce qui se fait et de faire le renouvellement, le rafraîchissement des connaissances et améliorer ce qui se fait. C'est de cette manière que je pense que ITPC a pu faire la différence dans la région en fournissant l'assistance technique, mais en transférant les compétences et en mettant en place un réseau d'expertise technique. Et je vois beaucoup de personnes dans la salle qui ont participé qui ont reçu l'assistance technique de ITPC. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique de l'Ouest et du Centre dispose de compétences techniques pour mettre en œuvre le CLL. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est très important. Alors, la couverture géographique, next, I think the slide with the chat, the map, please. Voilà. Donc ici, ça nous montre un peu la couverture géographique de cette assistance technique qui a été fournie par ITPC entre 2021 et 2023. Donc vous voyez, c'est vraiment une couverture Afrique de l'Ouest et du Centre qui part du Sénégal, la Sierra Leone, le Mali, le Libéria, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Nigeria, la République centrafricaine, la RDC et le Burundi. Donc, il y a quelques résultats sur lesquels je passe rapidement, compte tenu du centre. Et donc, vous voyez un peu ces éléments qui décrivent ce qui a été fait au niveau des différents pays. Donc, ici, c'est Côte d'Ivoire, Burundi et Nigeria. La République centrafricaine, le Togo, le Libéria. Et je pense que l'exemple qui est proposé, qui va vous être présenté tout à l'heure par Ahmed, c'est celui du Togo. Et nous avons également la Sierra Leone, la RDC et le Bénin. Alors, sur la base de tout ce que j'ai dit, je pense que j'ai voulu faire quelques recommandations qui sont pour moi, à mon sens, très importantes si on veut mettre en œuvre du CLM et si on veut transférer les compétences. La première chose, c'est de respecter les principes de mise en œuvre du CLM. Tant que vous ne respectez pas ces principes, vous serez toujours à côté de la vie. La deuxième chose, c'est l'implication des partenaires. Vous vous rappelez que j'ai dit que c'est une responsabilité partagée entre le gouvernement, les fournisseurs de services, la communauté, mais également avec les partenaires techniques et financiers. Si vous n'impliquez pas tous ces acteurs dès le début, soyez sûr que vous allez échouer. Parce que chaque acteur a un rôle à jouer, chaque acteur a sa place, et il est important de les mettre dans la balance. Ce n'est pas parce que vous êtes acteur de la société civile ou acteur communautaire et qu'on parle de leadership que vous allez décider, oui, mais à partir de maintenant, on ne parle plus des autres. Là, vous allez échouer et je vous garantis 100%. Celui qui peut me mettre au défi, qui me dit qu'il a réussi un CLM sans l'implication des différents acteurs, je vais le féliciter. Mais encore une fois, je ne me trompe pas. Avec toute mon modestie et toute mon humilité. La troisième recommandation qui est très importante, c'est le renforcement des capacités continues. Vous savez qu'on est dans une dynamique qui évolue très rapidement, notamment sur les pathologies, sur les techniques, sur les systèmes de collecte de données. Et une chose que j'ai apprise avec le Nigeria, c'était le système de GPS. Collecter de données, c'est facile. Vous savez, quand on a commencé la collecte des données, c'était des données, une collecte manuelle. Vous savez, à l'époque, le docteur Binsky est dans la salle, l'un des défis qu'on avait dans la collecte des données au début de la lutte contre le sida, c'est que les collecteurs de données, ils s'asseyaient sur des arbres et puis ils remplissaient les fiches. Et ils vous envoyaient. Et il était difficile de faire ce contrôle de qualité. Le Nigeria a évolué avec le système digital, mais en plus a mis des GPS. Donc,
on sait quand un collecteur de données est dans le centre de collecte et il ne peut pas venir dire que ce qu'il a collecté des données, alors qu'on sait qu'à l'instant T, il n'était pas à Harare, mais il était à Bulawayo au lieu de collecter des données à Harare. Ça, c'est très important. Donc, toute la digitalisation, l'intégration des nouvelles technologies, la dynamique des épidémies est importante pour renforcer les capacités de manière régulière. Et il faut être innovant. Il faut être innovant. Chaque fois, il faut réfléchir à quelle dynamique nous mettons en place. L'avant-dernière recommandation, évidemment, il faut investir dans les populations. Souvent, on a tendance à fournir, je dirais, à penser que parce que c'est la société civile, c'est la communauté, on doit accepter du service, on va appeler bon marché. Mais je crois qu'on se trompe. Si vous voulez des résultats, il faut investir dans les êtres humains. Je crois que ça, c'est très important. Si vous n'investissez pas dans les êtres humains, vous n'allez pas avoir un service de qualité. Et encore une fois, la dernière recommandation, comme je dis aujourd'hui, je peux dire que je suis une personne comblée et heureuse, et de voir que après, je dirais, on a commencé à parler de community-led monitoring en 2019. Et les gens me demandaient, mais pourquoi vous voulez mettre les communautés? Moi, aujourd'hui, il faut remercier l'ONICIDA. L'ONICIDA qui a osé franchir ce pas pour dire qu'il faut laisser les communautés vivre. Et moi, je suis très content aujourd'hui. Et je pense que c'est un grand pas. C'est une opportunité que les communautés et la société civile doivent pouvoir saisir pour maintenant démontrer que en 2019, lorsque nous avons commencé à parler de community-led monitoring, nous avions raison. Il ne faut pas dire que nous avions tort. Maintenant, avec le plaidoyer de l'ONU-SIDA, on donne l'opportunité à la communauté d'être au centre et de l'idée la société. Alors, comme il ne s'agit pas d'un travail individuel et personnel, je voudrais adresser mes remerciements spéciaux aux acteurs de la société civile de tous les pays de la région, Afrique de l'Ouest et du Centre, mais aussi au-delà de l'Afrique, parce que j'ai eu l'opportunité d'apporter une assistance technique au-delà de l'Afrique et au-delà de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais particulièrement au gouvernement des pays qui ont compris l'importance du CLM et qui ont facilité, qui ont joué leur rôle de gouvernement qui était là où on les attendait. ITPC Global et ITPC West Africa, qui sont mes anciens collègues, je suis toujours avec eux parce que je suis membre de l'Académie CLM Global, et l'ONU-SIDA. L'ONU-SIDA qui a toujours cru à la capacité des acteurs communautaires, des acteurs de la société civile, et qui a fait confiance à ITPC. Donc, vous voyez, tous ces résultats d'assistance technique depuis 2021 ont été financés grâce à l'appui de l'ONU-SIDA. Et il est important, l'ONU-SIDA qui a fait le plaidoyer auprès des partenaires comme PEPFA, CIDIC, SAD, qui ont investi et qui continuent d'investir. Et enfin, l'Institut de la société civile pour la santé en Afrique de l'Ouest et du Centre, qui a accompagné le processus et que j'ai l'honneur de présider pour les 3 prochaines années. Merci beaucoup, André. Merci aussi à toute l'audience de m'avoir écouté. Désolé si j'ai été long, mais il est important que j'insiste sur ça. Merci, Alain. Nous avons compris qu'au-delà de la définition des principes et du modèle d'implémentation, Alain est allé sur l'assistance technique parce que ITPC est fournisseur d'assistance technique en termes de CLM. Il est allé sur la couverture géographique et les résultats de l'assistance technique dans la sous-région. Il est allé en même temps sur les recommandations. Nous avons noté la forte implication de tous les acteurs, le gouvernement, les partenaires et la société civile, les communautés. Il a mis l'accent également sur le renforcement de capacités. Donc, voilà ce que nous pouvons retenir. Et je remercie encore Alain parce que Alain a bougé, il est pris à ITPC et pourtant il a accepté de faire cette présentation. Merci Alain. Un bon à Alain. Si je permets, je voudrais remercier mes collègues de Genesis qui sont là et qui étaient dans d'autres sessions et qui ont accepté de venir me soutenir. Également Genesis qui a permis
que je puisse faire cette présentation. Je voudrais vraiment remercier une personne qui m'est chère et qui m'a toujours accompagné depuis que je me suis engagé dans la lutte contre le sida. À l'époque, on parlait de VIH développement, et c'est Dr Mesquera Brinski qui est là. Il m'a beaucoup accompagné, qui m'a donné beaucoup de conseils et qui a toujours pris en ce que je faisais. Merci beaucoup, Mesquera. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la deuxième partie de cette section. Nous allons nous tourner vers le Togo et nous allons demander au docteur Roméo quelle est l'expérience du Togo en matière de mise en œuvre du CLM. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques résultats que vous avez obtenus dans l'implémentation du CLM au Togo? Merci. Ok, merci beaucoup, docteur Angèle. Bonjour tout le monde. Et moi, c'est docteur, comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons eu cette chance-là, cette opportunité d'être renforcés par l'ITPC en 2020 pour mettre en œuvre le CLM au Togo. Donc, de 2020 jusqu'à 2023, nous avions quand même implémenté le CLM dans plusieurs régions du Togo. Le CLM, on peut le faire soit au niveau région, on peut le faire au niveau national. Nous sommes un CLM national. Quand on avait commencé en 2020 avec ITPC, et nous étions dans 30 structures de prise en charge, avec une file active de 46% de la file active nationale. Et en 2021, les forts de cette expérience HTO+ s'est approché de nous et nous avons bénéficié d'un financement de l'USAID, ce qui nous a permis de mettre en œuvre le CLM sur les sites PERFA et sur d'autres sites qui ne sont pas PERFA, histoire de comparer un peu l'appui du PERFA sur ces sites-là et l'intervention de l'État sur les autres sites. Mais à partir de 2021 toujours, avec sur le NFR 3 finissant, nous allons développer le CLM également. Et aujourd'hui, nous sommes dans 26 structures. Et je précise toujours que nous faisons un CLM national, c'est-à-dire que nos données que nous collectons, les résultats, c'est pour tout le pays, ce n'est pas pour une région. Donc, quand nous faisons le CLM, il y a des indicateurs que nous développons. Donc, ça veut dire que chaque pays peut choisir quel indicateur il suit. Nous suivons les indicateurs des 3 catégories, c'est-à-dire que la prévention, le traitement et la charge virale. C'est les indicateurs que nous suivons. Actuellement, lorsque nous avions fait depuis la deuxième année, nous avions commencé un travail depuis le début, c'était un travail sur la charge virale. Au Togo, la charge virale, quand même, c'était un problème récurrent. Mais grâce au renforcement de l'ETPC, le CLM a mis l'accent sur ces problèmes-là. Nous avions vu qu'effectivement, il y avait quand même le délai de résultat qui était très long. Les gens faisaient leur charge virale, ils recevaient leurs résultats pratiquement 6 mois après, d'autres 1 mois après. Donc, nous avons focalisé notre plaidoyer sur la charge virale, la réalisation, et cela nous avait permis à ce que l'autorité, notamment le programme, puisse mettre en place un groupe thématique charge virale, où tout ce qui a comme problème lié à la charge virale se retrouve là-bas et on discute. En 2020, au Togo, il y avait un peu plus de 20 000 personnes qui ont fait la charge virale. Mais en fin 2022, c'est plus de 60 000 personnes qui ont fait la charge virale. Donc ça veut dire que le travail que nous avions fait quand même apporté ses fruits. En termes de résultats, toujours, il faut dire que c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, le CLM, vous faites la collecte routinière sur une longue période, histoire d'avoir une masse critique de données pour pouvoir l'analyser. Mais il y a aussi le fait que dans les structures, lorsqu'il y a un problème, vous agissez en même temps. Donc, en termes de rupture d'intrants, par exemple, nous avons contribué à ce que les structures puissent mieux documenter ces ruptures-là. Avant, il suffit que certains produits manquent dans la structure, on crie déjà qu'on est en rupture. Alors qu'avec le renforcement des capacités de ces structures-là, ils connaissent maintenant bien, ils maîtrisent bien le circuit d'approvisionnement. Aujourd'hui, quand vous dites que vous manquez de produits,
il faut aller au niveau du district pour voir si le produit existe. Après, si le produit n'est pas au niveau du district, il faut aller au niveau régional. Avant d'aller au niveau national, pour pouvoir parler de rupture en fait. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la continuité du traitement est assurée. Parce que quand un produit finit, rapidement, on va au niveau du district. Parce que c'est aussi la quantification qui fait problème. Les gens ne quantifient pas bien. Et lorsqu'on les donne, on voit que jusqu'à la fin du mois, il y a le produit qui ne marche pas. Ou bien il y a la rupture qui est constatée. En termes toujours de résultats, il faut dire que lorsque nous avions commencé le CLM, dans certaines structures, nos collecteurs ont quand même amené les responsables à bien mieux documenter certaines données dans leur structure. Quand nous prenons ça à la charge, je pense que cet exemple, parce qu'on a beaucoup travaillé sur ça, il n'y avait pas de traçabilité. Mais les agents de collecte ont quand même initié, par exemple, des registres, ce qui fait que quand la personne vient, il prend un registre en même temps que celui-là a commencé. Il a fait sa charge de temps, il doit avoir ses résultats temps. Donc, en termes de difficultés que nous avons rencontrées au niveau de la mise en œuvre du CLM, il faut dire qu'au début, nous avons reçu, nous avons demandé une autorisation auprès du programme national de lutte sida. Et avec cette autorisation-là, nous avons présenté ça dans les structures. Mais c'est fait que les districts ont exigé à ce que nous passions aussi, nous passions demander une autre autorisation à leur niveau avant d'implémenter le CLM dans cette structure-là. Donc ça a été vraiment les difficultés au début pour nous. D'autres difficultés que nous avons, surtout sur le Fonds mondial, c'est que, comme on l'a dit, quand vous prenez le CLM, il y a des composants. On dit, vous devez avoir, par exemple, un institut, ou bien vous devez recruter un expert pour analyser les données. Mais sur le Fonds mondial, le financement que nous avons eu n'a pas permis de recruter soit un institut, bien soit un expert. Ce qui fait que c'est vrai que avec notre capacité, nous arrivons à analyser les données, mais l'œil extérieur d'un expert quand même apporterait un peu plus à nos données. Il y a aussi la qualité des données. C'est vrai que les collecteurs sont formés, mais il faut que nous organisions aussi des audits pour pouvoir chaque année ou bien chaque 6 mois voir si les données sont vraiment de qualité. Là aussi, le Fonds mondial n'a pas financé cet aspect-là pour nous. Donc, ce qui fait que ça aussi, il y a le bas et qui blesse un peu. En termes de perspective, en termes de défis d'abord, il y a la pérennisation, comme je le disais, parce que même sur le GC7, nous avons fait beaucoup d'efforts. Mais ce n'est pas toutes les activités liées au CLM qui ont été prises en compte. Et je m'en vais remercier le SIDA, parce que sans le SIDA, je pense qu'il y a une grande partie des activités qui seraient coupées, mais ce ne sont pas toutes les activités qui ont été prises en compte. Donc ça veut dire qu'en termes de pérennisation, il faut qu'on trouve des ressources ailleurs pour pouvoir compléter les activités que nous faisons sur le terrain. On l'a dit tout à l'heure, il y a aussi la digitalisation des données. Nous sommes toujours au stade manuel. On a demandé la dernière fois, on a fait des calculs éternels, le Fonds mondial dit que c'est trop, bien le pays dit que c'est trop, donc on n'a pas fait le éternel. Tout ça, si on peut avoir un financement à l'heure, ça peut nous permettre quand même de combler ce gap-là. Et en termes de perspective, nous faisons le CLM, aujourd'hui on peut dire que nous maîtrisons le CLM. Donc nous voulons étendre le CLM sur des pathologies, notamment le paludisme et la tuberculose. Dans la proposition que nous avons faite, il y avait cette possibilité-là. Mais au finish, on n'a pas retenu ces 2 pathologies-là pour que nous puissions travailler sur. Donc ça aussi, c'est un peu. Mais nous envisageons quand même avec d'autres sources de financement aller vers ces 2 pathologies-là. Merci. Merci beaucoup, Dr. Amen. Je vais prendre ma casquette de l'OBUSIDA pour dire que nous sommes chargés d'accompagner le pays pour l'élaboration du rapport du VIH chaque année. Et nous avions des difficultés pour renseigner le 3e 90 parce que les critères, il faut qu'au moins 50% des PVVH sous ARV fassent leur charge virale.
et on avait seulement 15 à 20%, donc on ne pouvait pas renseigner le troisième 90. Mais grâce au plaidoyer qui a résulté du CLM, qui a mobilisé les demandeurs de la charge virale et qui a su régler les problèmes de disponibilité d'intrants, l'année dernière, nous sommes à plus de 75% de personnes qui ont pu réaliser leur charge virale. Donc voilà encore, comme il a dit, un résultat tangible qui a permis au pays de renseigner les troisièmes 90 et 95 maintenant. Merci beaucoup. Nous avons écouté le Togo, l'expérience du Togo, les défis et les perspectives du Togo. Je crois que nous sommes un peu pris par le temps, mais avant de clôturer cette session, nous allons demander s'il y a des questions. On va prendre quelques questions rapidement, vite fait. Voilà, donc nous avons des mains. Oui. Allez-y, rapidement, on va prendre 2-3 questions. On va clôturer dans 5 minutes. Bonjour, je suis Frédéric Okosa. Bonjour, je disais, je suis Frédéric Okosa, je viens de Madagascar, mais originaire de la terre des Congo. J'ai entendu des choses. Je voulais d'abord, on se met d'accord. Quand nous parlons de la communauté, est-ce qu'il s'agit des populations près ou il s'agit du niveau le plus bas après les états de santé? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez parlé d'investir à l'homme. Au moins, nous savons qu'à ces niveaux-là, les agents communautaires, généralement, ce sont des bénévoles. Ils ne sont pas stables. Vous pensez qu'avec leur stabilité, les choses vont marcher, peut-être que vous le préconisez. Et enfin, qui peut être le meilleur acteur célèbre dans un pays? Parce que je peux comprendre le niveau, c'est le pillage. Est-ce qu'il n'y a pas conflit avec le gouvernement? Parce que normalement, dans la communication publique, c'est le gouvernement qui doit prendre je ne sais pas si. Merci pour la question. On va prendre une deuxième question. Et on va essayer de répondre à toutes les questions rapidement. Merci. Mon nom est Solène Polito, je viens d'Haïti. Je suis aussi la responsable du CLM en Haïti. Nous implémentons aussi le CLM en Haïti. C'est un plaisir d'avoir écouté cette présentation. J'ai deux questions. La première question, c'est sur quel logiciel, parce que j'ai vu que vous avez la collecte électronique, c'est quel logiciel que vous mettez pour vraiment collecter les données?